Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Ce mercredi s'est tenu un conseil des ministres. Sous la houlette du président Alassane Ouattara, le gouvernement s'est prononcé, entre autres, sur la grève dans le secteur de l'éducation, la hausse des tarifs douaniers à l'échelle mondiale, le projet de loi sur la biologie médicale, la création du guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain. Le ministère de la Santé engage la riposte contre le cancer du col de l'utérus. La campagne a été lancée à Bobo par la maire Kandia Kamara et le ministre de la Santé Pierre Demba. Plus de 3 millions de filles âgées de 9 à 18 ans seront vaccinées gratuitement. Les agents vaccinateurs sont déployés sur l'ensemble du territoire ivoirien. La Côte d'Ivoire se ligue également contre la corruption. L'État ivoirien a la caution de la Banque mondiale. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance porte justement la voix de notre pays à un forum mondial à Washington. Epiphane Zorobalo a partagé l'expérience ivoirienne en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. La loi du talion s'invite dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Toutes les importations en provenance de la Chine sont surtaxées à plus de 100%. En réaction, Pékin annonce des surtaxes, des rétorsions contre les produits américains à 84% et non pas à 34% comme initialement prévu. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les membres du gouvernement et le président Alassane Ouattara ont tenu aujourd'hui un conseil des ministres. Des sujets importants ont été évoqués, entre autres la grève dans le secteur de l'éducation, le projet de loi sur la biologie médicale, la création du guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain, la hausse des tarifs douaniers à l'échelle mondiale. Mama Traoré, Ambroise Asseman, Diamasso, pour le reportage. 15 points abordés lors de ce Conseil des ministres, dont 2 projets de loi. L'un fixant le cadre général du développement de l'économie sociale et solidaire. Le second projet de loi est relatif à l'encadrement de la pratique de la biologie médicale en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi vise à adapter l'exercice de la biologie médicale aux exigences nouvelles de la réforme hospitalière initiée par le gouvernement. Il prévoit les conditions d'autorisation de l'ouverture d'un laboratoire médical, tant pour les personnes physiques que morales, les règles d'exercice de la biologie médicale en Côte d'Ivoire et les modalités de contrôle de la qualité des examens et de l'élimination des déchets médicaux. Toujours en santé, le gouvernement se préoccupe du bien-être des personnels directement exposés au rayonnement ionisant. Un décret adopté lors de ce Conseil des ministres conforme désormais la Côte d'Ivoire aux règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans cette dynamique de régulation, l'État s'engage par décret à renforcer les attributions du guichet unique du permis de construire. Le guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain est conçu pour assurer une maîtrise accrue du processus de développement de nos villes et pour mettre définitivement un terme aux effondrements d'immeubles, aux constructions irrégulières et disharmonieuses et globalement au désordre urbain préjudiciable à l'action publique, notamment en cas de pluie diluvienne et d'inondation. Dans une démarche de transparence et de redevabilité, le gouvernement rend compte des opérations de passation des marchés publics pour l'exercice 2024. À fin décembre 2024, 5 510 marchés ont été approuvés contre 5 288 à la même période en 2023, soit une hausse de 4,2%. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2024 s'élève à 1 403 milliards de francs CFA contre 1 102 milliards de francs CFA à fin décembre 2023, soit une hausse de 27,3%. Répondant aux questions de la presse sur la grève dans le secteur de l'éducation, le porte-parole du gouvernement salue le retour des syndicats à la table de négociation. On peut juste déplorer que quelques enfants aient perdu des heures de cours, mais à partir du moment où tout le monde est revenu à la table de discussion et que les négociations ont repris, donc il faut s'inscrire dans le processus qui a été mis en place
par la fonction publique et qui demande une réflexion plus globale de cette question des primes qui ne touche pas que le secteur de l'éducation. Comment réagit le gouvernement ivoirien à la hausse des tarifs douaniers qui suscite actuellement une guerre commerciale à travers le monde? Nous sommes touchés parce que nous avons environ 4% de nos échanges qui sont faits avec les États-Unis. Ça concerne essentiellement le cacao, le caoutchouc, l'EVA, et puis un peu d'anacade. Donc c'est vrai que nous avons connu cette augmentation. En termes de réaction, il faut dans un premier temps chercher à voir quels sont les nouveaux débouchés qu'on peut trouver pour nos produits pour pouvoir compenser, donc je dirais, cette perte-là. Mais globalement, nous ne sommes pas particulièrement inquiets, ce d'autant plus que vous avez constaté que les financements que nous avions donc, du gouvernement américain se poursuivent. Autre fait majeur de cette rencontre de l'exécutif, 2 appuis financiers, respectivement de 82 milliards de francs CFA et de 9 milliards de francs CFA, qu'accorde le Fonds africain de développement à la Côte d'Ivoire en vue du financement du projet d'amélioration des compétences de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune, projet visant à améliorer l'adéquation formation-emploi en vue d'accroître le taux d'insertion professionnelle des jeunes. Le Conseil a également acté le renouvellement du mandat de 4 ans de l'Ivoirien Alex Pierre Assanvo en qualité de secrétaire exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Le prochain Conseil des ministres est fixé au 23 avril prochain. Et à l'issue du Conseil des ministres, le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie. Il était porteur d'un message du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. On retrouve Mahama Traoré. Salem Ould Merzoug est porteur d'un message du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Confrontée à une crise migratoire, la Mauritanie plaide auprès des États de l'espace ouest africain pour une réponse solidaire. Ce n'est pas un problème de la Mauritanie seulement, ce n'est pas un problème du Mali, c'est notre problème à nous tous. Parce qu'on doit, je pense, faire en sorte que cela s'arrête et s'arrête au plus vite parce qu'il altère des rapports entre nos pays, met en péril nos jeunes qui sont lancés au niveau de ces mers. Et je suis heureux de constater qu'il y a une parfaite identité de vue entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie par rapport à cette question-là. Selon le ministre mauritanien des Affaires étrangères, son pays a enregistré plus de 500 morts sur ses côtes en 2024 et déjà une centaine lors du premier trimestre 2025. Et de son côté, le vice-président Tiemoko Melet Kone a accordé aujourd'hui également au palais de la présidence de la République au plateau une audience à la délégation du Fonds monétaire international présente en Côte d'Ivoire. Le FMI effectue justement une mission de revue des différents points de la coopération. Alexis Ouedraogo. La délégation du Fonds monétaire international, conduite par son chef de mission pour la Côte d'Ivoire, a été reçue par le vice-président de la République Tiemoko Melet Kone. Une rencontre dans le cadre de la 2e revue du programme économique et financier et de la 1re revue pour le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité. Nous avons un accord au niveau des services concernant la revue semi-annuelle des 2 programmes du gouvernement. Ces programmes sont soutenus par un arrangement financier du Fonds monétaire international qui totale 4,8 milliards de dollars. Le premier programme qui a commencé en 2023 vise à sauvegarder la stabilité macroéconomique du pays. Le 2e programme vise à renforcer la résilience de l'économie en face des défis liés au changement climatique. Le FMI salue les efforts du gouvernement qui permettent de maintenir une croissance forte et un cadre macroéconomique robuste. De bons points qui renforcent la confiance des partenaires internationaux et la résilience de l'économie. Les performances des 2 programmes étant satisfaisantes, nous pouvons
pouvons donc achever la revue de ces programmes. Cette revue va donc résulter dans un décaissement d'environ 740 millions de dollars. Le chef de mission a pour finir souligné l'importance de poursuivre les réformes pour assainir les finances publiques, améliorer le climat des affaires et atténuer les effets du changement climatique. Il indique, en dépit du contexte mondial, des perspectives économiques bonnes pour la Côte d'Ivoire. Et notons qu'un peu plus tôt en journée, la délégation du FMI a eu une séance de travail avec le Premier ministre Robert Bekré-Mambé à la primature au plateau. L'institution financière internationale salue la résilience de la Côte d'Ivoire, fleuron de la stabilité et la croissance de la sous-région. Selon le Fonds monétaire international, en dépit du contexte mondial marqué par des incertitudes, les perspectives économiques de notre pays restent très bonnes. À présent, sur le front sanitaire, le ministère de la Santé retrousse les manches pour venir à bout du cancer du col de l'utérus. La lutte s'intensifie. La campagne vient d'être lancée à Abobo par la maire Kandia Camara et par le ministre Pierre Demba. Plus de 3 millions de filles âgées de 9 à 18 ans seront vaccinées gratuitement. Les agents vaccinateurs sont déjà sur le terrain, déterminés à stopper cette maladie tueuse ou silencieuse. Didier Nguessan. Ces jeunes filles se font vacciner. Elles sont désormais protégées contre le cancer du col de l'utérus. Cette maladie a emporté en moyenne 6 vies sur 10 cas en 2022 en Côte d'Ivoire. Les principales victimes sont les adolescentes de 9 à 18 ans qui contractent le virus du papillome humain, HPV, après les premiers rapports sexuels. Cette campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus est mise en œuvre par le programme élargi de vaccination du ministère de la Santé et ses partenaires UNICEF, Gavi, OMS et JH Piego. À travers cette intervention, vous donnez la possibilité à des millions de filles ivoiriennes et d'ailleurs de vivre dans leur future vie de femme, j'insiste, future vie de femme, une sexualité épanouie et de s'engager dans la procréation sans la crainte d'un ennemi mortel. Du 7 au 13 avril, cette campagne va cibler 3 535 286 filles. En plus des centres de santé, les marchés, les lieux de culte et les gares routières recevront également des dispositifs de vaccination comme celui de la mairie d'Abobo. Face à cette situation, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a mis en place diverses initiatives pour lutter contre cette maladie. D'abord, l'introduction de la vaccination contre le HPV en 2019, ensuite le renforcement du dépistage, suivi de l'amélioration de la prise en charge des cas diagnostiqués, l'intensification des actions de sensibilisation auprès des populations et la vaccination. Le cancer du col de l'utérus, véritable problème de santé publique, continue de prendre malheureusement de l'ampleur, causant désolation dans plusieurs ménages. À Bobo, avec près de 2 millions d'habitants, majoritairement jeunes, avec un grand nombre de jeunes filles, s'honorent de recevoir cette campagne. D'ailleurs, cette activité s'inscrit dans notre vision, à savoir trouver des solutions durables aux problèmes de santé de nos populations. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est entièrement gratuit. Priorité à présent au dialogue. Gouvernement et syndicats du secteur éducation-formation se sont retrouvés ce mercredi pour échanger. Les deux parties veulent ensemble trouver des solutions durables à la crise qui secoue l'école ivoirienne depuis quelques jours. Et bien, à l'issue de la rencontre présidée par la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, plusieurs mesures ont été arrêtées, nous rapporte Grace Kando. La prime d'incitation en faveur des personnels du secteur éducation-formation fait l'objet d'arrêts de travail depuis le 3 avril par les enseignants. Pour trouver une issue favorable à la résolution de cette crise, 3 membres du gouvernement et des responsables de l'intersyndicale se sont retrouvés ce mercredi sur instruction du Premier ministre. Au thème de la rencontre, plusieurs mesures. L'organisation d'un atelier inclusif les 17, 18 et 19 avril 2025, réunissant l'ensemble des parties prenantes, l'organisation d'une rencontre au cabinet
de Madame le ministre d'État pour la restitution des résolutions et des conclusions de cet atelier le mardi 23 avril 2025. La réaffirmation de la nécessité de privilégier la voie du dialogue responsable pour l'examen de toute préoccupation conformément à l'esprit de la trêve sociale. Les organisations syndicales ont fait le plaidoyer de la libération de leurs camarades incarcérés ou interpellés et la levée des mesures à caractère financier prises lors de l'arrêt de travail observé les 15, 16 et 17 octobre 2024. Les membres du gouvernement, rappelant le principe de la séparation des pouvoirs, ont fait connaître que le plaidoyer relatif à la demande des personnes condamnées ou interpellées relève de la compétence de la justice. Toutefois, ils ont promis porter ces doléances à l'intention du gouvernement. En retour, les membres du gouvernement ont demandé un signal fort allant dans le sens de l'apaisement pour l'arrêt de la grève déclenchée depuis le 3 avril 2025. L'intersyndicale s'engage à consulter sa base le jeudi 10 avril 2025 au cours d'une assemblée générale. L'ambiance a été conviviale, c'était en quelque sorte des retrouvailles, une décrispation totale que je voudrais saluer. Le droit à l'éducation est un droit fondamental. Il est important que cette année scolaire aille à son terme. Le gouvernement voudrait rassurer la communauté éducative, les parents d'élèves, nos élèves, en disant que pour nos enfants, nous serons toujours à la table du dialogue. Gouvernement et l'intersyndicale s'accordent ainsi pour sauvegarder les acquis et promouvoir une école de qualité. Voilà, la Côte d'Ivoire, pays du dialogue, a aussi le soutien de la Banque mondiale dans son engagement contre la corruption. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance porte la voix de notre pays à un forum mondial organisé à Washington, aux États-Unis. Epiphane Zorobalo a partagé l'expérience ivoirienne en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Michel Digré est notre envoyé spécial. Washington DC, siège de la Banque mondiale, des représentants d'institutions gouvernementales, du monde universitaire et de la société civile travaillant sur la lutte contre la corruption sont en conclave. L'enjeu est de fédérer leurs énergies afin de juguler les effets néfastes de la corruption pour une croissance économique durable dans les États. La Côte d'Ivoire est présente à ces assises avec une délégation conduite par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Plusieurs thématiques ont été abordées, la question du genre dans la lutte contre la corruption, la question de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, la question de l'intelligence artificielle et toutes les questions liées aux passations de marché, à la corruption dans le secteur public et dans le secteur privé. Et il était important que nous soyons là pour apprendre des autres, bénéficier de l'expertise et surtout faire du réseautage, créer des partenariats au niveau international pour permettre à la Côte d'Ivoire de réussir son engagement, de réduire la corruption et d'améliorer la probité au niveau du secteur public et du secteur privé. En marge des travaux, Epiphane Zorobalo a eu une séance de travail avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'intégrité. Nos entretiens nous ont permis d'identifier plusieurs axes de collaboration et le président et moi, nous nous sommes entendus pour faire un suivi rigoureux pour nous assurer que nous allons mettre en œuvre les différents domaines de collaboration que nous avons identifiés. L'ouverture prochaine de l'Académie de la bonne gouvernance à Yamoussoukro a été également au cœur des échanges. Je voulais véritablement féliciter le président Epiphane Zoro parce que nous en avions parlé quand j'étais à Abidjan il y a de cela 2 ans et je sais qu'il avait une très grande ambition pour cette académie. Ces choses-là sont très difficiles à mettre en œuvre. Il y a beaucoup d'obstacles et véritablement voir que 2 ans après, c'est devenu une réalité. Et c'est une structure qui va servir non seulement à la Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est une structure qui a le potentiel pour servir toute la région ouest-africaine et tous les autres pays francophones. Les partages d'expériences et d'informations au cours de ces assises de Washington permettront à la Côte d'Ivoire de mieux tisser sa toile de la lutte anticorruption.
Voilà, et sur place ici en Côte d'Ivoire, on déroule le programme de renforcement de la sécurisation foncière. Le programme a été lancé dans la région du Poro. L'agence foncière rurale veut à terme certifier plus de 530 000 hectares et formaliser plus de 53 200 contrats agraires d'ici à 2029 dans les départements de Korogo, Dikodougou et Mbengue. Ami Sissoko nous explique dans les détails. Le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale Presfor, officiellement lancé dans le département de Korogo, Dikodougou et Mbengue, piloté par l'agence foncière rurale AFOR, avec l'appui de la Banque mondiale, ce projet vise à certifier plus de 530 000 hectares, délimiter 434 villages et formaliser plus de 50 000 contrats agraires d'ici à 2029, gratuitement dans le Poro. Il vise à réduire les conflits fonciers et renforcer la cohésion sociale. Avant, avec les complications, l'autre dit c'est pour moi, l'autre dit c'est pour moi. Bon, ils vont se tirailler et ça revient parfois des palabres. Si la forêt est venue maintenant, je sais bien que c'est de bon travail qu'ils vont faire. Nous, on les soutient. Nous allons délimiter, borner et clarifier les droits de chaque propriétaire de plantation de terrain en zone rurale dans les différents villages et de façon systématique. La cérémonie à la préfecture de Korogo a pour objectif de présenter le projet, les représentants locaux de l'AFOR, l'opérateur foncier et les 700 acteurs formés au mécanisme de certification foncière aux populations. On est venu vous montrer le travail technique pour dire c'est la vérité. Qu'il est temps aussi que vous sachiez que ce travail-là dépend de vous. Ça commence par le chef du village. C'est pourquoi, autour des chefs du village, on a créé les comités villageois de gestion foncière rurale. Chers collègues, je ne voudrais pas vous donner des instructions, mais je voudrais tout simplement vous instruire de vous approprier aussi le programme de travail de l'opérateur foncier et d'assurer le suivi assidu. D'ici 2029, le Presfor couvrira 16 régions sur 31, avec pour objectif 500 000 certificats fonciers délivrés, plus de 1500 villages délimités, 250 000 contrats agraires signés. Prochaine étape après le Poro, le Tchologo. Voilà, et ensemble, on va plus loin. La ACA et l'UNICEF s'accordent justement pour promouvoir les droits des enfants. La haute autorité de la communication audiovisuelle et la représentation de l'UNICEF en Côte d'Ivoire ont signé la charte d'éthique des médias audiovisuels. Cette charte vise à former les professionnels des médias et encourager à un traitement médiatique, éthique et responsable des sujets impliquant les enfants. Jamagagi. La haute autorité de la communication audiovisuelle, ACA, et l'UNICEF en Côte d'Ivoire s'engagent pour la protection des enfants dans les pratiques médiatiques du pays. Une charte éthique des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire est donc signée par les deux entités. Les enfants sont exposés à des représentations médiatiques qui peuvent être biaisées, qui peuvent être stigmatisantes et même quelquefois exploitantes. Souvent, les principes fondamentaux de la protection des enfants ne sont pas suffisamment pris en compte dans la couverture médiatique. C'est pourquoi mettre la signature de cette charte éthique des médias audiovisuels constitue pour moi une avancée majeure dans le contexte actuel. Une avancée majeure dans le contexte d'une Côte d'Ivoire qui a réalisé beaucoup en direction de ses enfants. En tant que régulateur des médias audiovisuels, il est donc de notre devoir de veiller à ce que les contenus auxquels les enfants ont accès soient sûrs, appropriés et adaptés à leur âge. Mais bien plus encore, nous devons nous assurer que les médias respectent les principes éthiques et les droits fondamentaux des enfants. Un atelier pour le renforcement des capacités des médias en matière de protection de l'enfance, un mécanisme d'évaluation et une collaboration continue entre la ACA et l'UNICEF sont prévus pour la mise en œuvre de la charte éthique des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire.
Voilà, tous les enfants ont des droits qu'il faut sauvegarder, promouvoir. À Yamsoukro, où je vous conduis, SOS Village d'enfants qui se prépare à célébrer ses 10 ans d'existence, communie avec les populations. C'est une initiative du préfet de région. Les enfants et leurs encadreurs étaient les invités spéciaux à la conférence des directeurs et chefs de service. La rencontre se tient tous les premiers mardis du mois. Sidonie Davila, Yao Vao et depuis Yamsoukro. Salut aux couleurs, défilé militaire. Les premiers mardis dans la capitale politique ivoirienne ne sont pas des jours ordinaires. Ce sont des jours dédiés à l'unité, à la cohésion, à la célébration du vivre ensemble. Un moment solennel où le préfet de région et son secrétaire général communient avec l'ensemble des directeurs, des chefs de service, également avec des chefs coutumiers de la région du Bélier. Au-delà du protocole, ces rencontres sont aussi un cadre de partage d'informations clés sur la vie de la nation ainsi que l'actualité locale. Le gouvernement a décidé, avec ses partenaires, de faire une campagne nationale de vaccination. Cette campagne a actuellement cours. Il est important que nous puissions tous nous impliquer pour que nos jeunes filles puissent avoir ce vaccin et être protégées contre ce mal. À l'occasion de cette journée de rassemblement, SOS Village d'enfants de Yamsoukro s'est invité dans la dynamique pour faire connaître ses missions, ses actions et son engagement en faveur des enfants vulnérables. Les admissions, c'est très lourd. C'est toute une commission qui siège. C'est présidé d'ailleurs par le préfet avec les services techniques, le ministère de la Femme, le ministère de la Justice et d'autres ministères. Et pour que l'enfant soit admis, son dossier est présenté à la commission après l'enquête. Et la commission dira l'enfant est éligible ou n'est pas éligible. S'il est éligible, le juge de tutelle donne ce qu'on appelle l'ordonnance de placement. En mai prochain, SOS Village d'enfants du district des Lacs célèbre ses 10 ans d'existence. À cette tribune d'échange, le directeur national de l'ONG internationale marque sa satisfaction. Satisfait de l'intérêt que l'audience a porté sur la communication. D'ailleurs, on a quelques chefs de service qui ont promis s'associer à nous pour la célébration donc, de cet anniversaire, les 10 ans du village, qui est placé sous la présidence de la Première Dame. Il y a des activités sportives, culturelles et les services régionaux donc, de ces secteurs-là vont s'associer à nous pour faire en sorte que ces activités connaissent un succès éclatant. Après avoir été suffisamment instruit, j'ai demandé au directeur et chef de service de faire en sorte que ces SOS villages soient nos propres villages et que nous devons apporter un appui sans faille à ces SOS villages pour que nous puissions apporter notre contribution au bien-être de ces enfants. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 3 SOS villages d'enfants. Celui d'Abobo, ouvert en 1971, Aboasso en 1983 et Yamsoukro, le plus récent, créé en mai 2015. Reportage réalisé pour vous et passé Denis Davila, Vao Clao, Richard depuis Yamsoukro. Le Guéguélé Festival bat son plein à Bondiali. Les festivités de la 9e édition ont démarré avec le concours du meilleur groupe traditionnel de Balafon. Après les démonstrations de talent, c'est le groupe Onéné de Dembasso qui a remporté le titre du vainqueur de la compétition. Ailleurs dans le monde, l'ancien président congolais Joseph Kabila annonce son retour imminent en RDC. Il justifie sa décision par la gravité de la situation sécuritaire et institutionnelle sur place et par sa volonté de contribuer à la recherche d'une solution à la crise que son pays traverse. C'est depuis l'Afrique du Sud, où il est officiellement installé depuis 1 an, qu'il a donc décidé de rompre à nouveau le silence via une déclaration écrite. Pas de précision sur la date de retour, mais c'est à partir de l'Est de la RDC en proie à un conflit qu'il se signalera. Son successeur, Félix Tshisekedi, l'accuse d'être le vrai commanditaire du M23. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion s'invite ainsi dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Les droits de douane de 125% infligés par les États-Unis à la Chine sont donc entrés en vigueur aujourd'hui. Toutes les importations en provenance de Chine seront désormais surtaxées à plus de 100%. En réaction, Pékin annonce de son côté des surtaxes de rétorsion contre les produits américains à 84% et non pas à 34% comme initialement prévu
prévu. Donald Trump vient de suspendre pour 90 jours l'application des droits de douane pour tous les pays, sauf la Chine. Fin de ce 20h, merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain 13h, vous avez rendez-vous avec Marine Cognan. Moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition. À demain dans la paix.